Il était une fois, dont je vous demande de vous arrêter, un invité. Mais plutôt que de vous le présenter, écoutez. Que fais-tu ce soir après dîner? C'était l'année dernière, il volait d'Angleterre, il jouait tous les soirs au Superstar. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit, cheveux blancs, cheveux bruns, entremêlés jusqu'à midi. Ce soir, nous avons donc le grand plaisir de recevoir, vous l'avez deviné, Richard de Witt, générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, c'est moi, Philippe, qui démarre l'émission. On fait un petit coucou à Cyril. On fait un petit coucou à Cyril, effectivement, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et bonjour Alain. Bonjour. Qui nous réalise donc ce soir. Oui, je t'entends pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je ne t'entends pas. Mais voilà. Et il va changer. Et donc, bonsoir Laurent et pas Bissoir. Oui, vous m'entendez mieux là? Oui, je t'entends mieux, oui. Bonsoir à tous. Moi, je suis très content ce soir de recevoir notre invité parce que on y avait pensé depuis longtemps. Et puis après, les choses se font et on pense à autre chose. Et puis à un moment, on se dit, on voulait l'inviter. Pourquoi on n'essaierait pas? Et je suis tombé sur quelqu'un de vraiment très sympathique. Bonsoir Richard de Witt. Alors, on ne l'entend pas. Ah. Non, si t'appuies là, ça va éteindre le téléphone. Bon. Ah. Vous m'entendez ou pas, là? Bonsoir Richard de Witt. Oui, bonsoir. Vous savez, ça me fait penser au Radio Libre en Oui. 1981, là, quand c'est, voilà, où on faisait des radios dans son garage, dans sa cave, voilà. Mais on n'est pas dans une cave, je te rassure. Bon. Non. On a fait partie des radios des années 80 aussi. Et effectivement, on travaillait sur une radio avec Alain et on était sur Comédia FM il y a très très longtemps. Ah ouais. J'étais pas né, moi, à l'époque. Non. Bon. On est très content de t'avoir parce que c'est vrai que on se rappelle tous dans notre inconscient collectif du groupe Il était une fois. Et On fait plus que s'en rappeler. Hein. oui. Et Ça a bercé ma jeunesse. voilà. Et on s'est dit pourquoi pas en parler directement avec la personne qui a vécu tout ça de l'intérieur. Et c'est toi, Richard. Et on voudrait remonter un petit peu le temps, si je peux me permettre cette expression. Bien sûr. Je vais prendre ma DeLorean et puis on va y aller. Hein, voilà. Bon. Et donc, j'aimerais bien qu'on raconte donc l'histoire. Alors, l'histoire heureuse et malheureuse, parce que c'est la vie aussi. D'Il était une fois. Alors. Moi, je voudrais démarrer un petit peu sur la rencontre, même si effectivement, on sait que tu étais depuis très jeune copain avec ton acolyte. Oui, avec Serge Collen, évidemment, qui est au paradis maintenant avec Joël, et puis voilà. Hein. Et en fait, ça a démarré parce que tu as toujours fait de la musique. Voilà, Serge, on était amis d'enfance à Colombes, en banlieue parisienne, et notre premier groupe, on l'a fait, moi j'avais 15 ans, hein, on a vu les Beatles à l'Olympia en 1963, avec Trini Lopez et Sylvie Vartan, je vous le dis pas, et du coup on a eu pour nous c'était des extraterrestres, quoi, parce que à l'époque on écoutait les Shadows, des trucs comme ça, mais enfin bon, les Beatles sont arrivés, c'était des extraterrestres, quoi. C'était monstrueux, à tel point que notre premier groupe, on l'a appelé les Beatles, P-I-T-E-L-S. P-I-T-E-L-S. Tout d'abord, P-2-E-T-L-E-S.
Ouais. Ensuite, Beatles pour faire bien franchouillard. Et ouais, bah oui. On jouait que du Beatles sur scène. On s'était acheté des petits costards avec le col Mao, là, et tout ça. Moi qui étais très frisé à l'époque, je me défrisais les cheveux au Babyliss, là, voilà. Pour ressembler à Ringo Starr, je mettais des bagues à tous mes doigts et j'ai acheté une Ludwig comme Ringo. Hein. Voilà, je l'avais commandé à Pigalle chez André Le Prêtre à l'époque dans un magasin de musique. Là, j'ai réussi à avoir exactement la même batterie que Ringo. J'étais trop content. Ben voilà, c'est comme ça. Donc en fait, tu as été un des premiers groupes de reprise, sinon le premier en fait. Parce que... Oui, ouais, on jouait souvent au Golf Drouot, qui n'existe plus, qui aurait dû être un monument parisien, mais bon, c'est dommage que maintenant c'est un McDo, alors au secours. Bon, enfin en tout cas, c'est pas pareil. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Ouais, ça faisait partie du patrimoine, hein, le Golf Drouot, comme certaines, comme le Moulin Rouge, ou je sais pas trop quoi. Hein. Donc on gagnait souvent le tremplin du golf. Il y avait un tremplin tous les week-ends là, où il y avait plusieurs groupes et tout. On croisait plein de gens là-dedans, plein de gens hyper connus. On croisait Johnny, on croisait Dutronc, on croisait Dick Rivers. T'as pas rencontré David Bowie ? T'as pas rencontré David Bowie ? Ah non, là c'est en Angleterre ça. Non, mais il a fait le golf. Non mais je sais. Il y a les Who qui sont venus. Il y a plein de groupes hyper connus. Hein. Même, je crois même que les Beatles ont fait un saut là, juste pour faire des photos sur la scène du golf. Bon, c'est une autre époque. Hein. Vraiment, on la regrette cette époque. Enfin, moi, je sais que personne. Oui, ouais. Il y en a, comme tous les vieux qui disent c'était mieux avant. Bon, enfin, non. Chaque époque a ses problèmes et son charme et tout ça. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus difficile, quoi. Hein, mais bon, voilà. Hein. On en reparlera après de maintenant. Ouais. On en parlera après de maintenant. Donc, en fait, on va un peu synthétiser l'histoire. C'est que vous. Alors vas-y. Moi, je voudrais en arriver à la rencontre. Bah oui, alors je t'explique. Alors, je vais aller très vite. Les Beatles, donc. Ensuite, on change de nom, on fait du rhythm and blues, du R&B qu'on dit maintenant, hein, parce qu'on avait un chanteur, Jacques Mercier. Qui avait vraiment une voix de black. Donc, on enregistre, je travaille à la caisse chez Polydor, et Charles Trenet entend parler de nous, et il nous invite chez lui, et puis pendant plus d'un an, on l'a accompagné sur scène. Voilà, on a accompagné Trenet, alors qu'on était un groupe de rock, mais c'était tellement bien avec lui. Une sacrée expérience quand même, ça. Ah oui. Bon, ensuite, on a continué notre petit bonhomme de chemin, puis on avait connu Paul Naref à l'époque. Oh là là, ça va être très long à raconter. Hein. On a le temps, on est là pour ça. Hein. On a le temps. Alors, on a 4 heures. Sous le Moulin Rouge à Paris, il y avait une boîte, je sais même plus si elle existe encore, qui s'appelait la Locomotive. Ah oui. Où il y avait la Starac un petit peu avant l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était le lundi, c'était le jour où les coiffeurs et les coiffeuses étaient en congé. Donc toutes les petites chanteuses et les petits chanteurs qui voulaient tenter leur chance, on les accompagnait, nous. On était l'orchestre qui accompagnait les jeunes chanteurs et chanteuses. Et il y a un beatnik qui s'est présenté un jour là, Paul Naref, qui était complètement inconnu, hein, vraiment. Il est arrivé avec sa guitare, il a chanté, je sais même plus quoi d'ailleurs, et il a gagné le concours. Voilà. Et puis des années après, alors qu'il est devenu entre-temps hyper célèbre, hein, avec la poupée qui fait non et tout le reste, il nous a contactés pour qu'on fasse une audition chez lui. Donc à Neuilly, il habitait à Neuilly, il avait un espèce de triplex immense où il y avait son piano à queue immense, son Harley dans le salon, enfin c'est la folie. On a monté tout notre matos. Un jour, comme ça, la sono, la batterie, les amplis, et on a répété avec lui, et en 10 minutes, c'était bon. Voilà, et on est resté l'accompagner pendant plus de 2 ans. On a fait le tour de l'Europe, on est parti au Japon, on a fait l'Amérique du Sud, on a fait des tournées incroyables, on a fait l'Olympia avec lui et tout. Et on a fait une tournée d'été. Voilà, j'en arrive à Joël. Voilà, on a fait une tournée d'été avec lui, voilà. Il venait d'acheter une Mustang décapotable, blanche, vachement belle, avec les sièges en cuir rouge. À l'époque, il y avait des cassettes 8 pistes dans les voitures, tu sais. Hein. Oui, je me souviens.
Voilà, on fait la balance à Saint-Tropez. Voilà, on jouait sur les hauteurs de Saint-Tropez, là, un espèce de théâtre de verdure là. Et donc il nous prête sa voiture parce qu'il nous prêtait tout. On était ses potes. Hein, il nous invitait à Marrakech, il avait une maison là-bas, il nous payait l'avion, il nous logeait à la Mamounia, qui est un palace 5 étoiles, il nous donnait de l'argent de poche, il nous louait des voitures, enfin c'était vraiment un copain, hein, franchement, et puis on prenait un plaisir fou avec lui parce que sa musique, alors on adorait ça, puis on terminait toujours par du rock'n'roll avec lui tout le temps. Il se mettait au piano, on faisait du Jerry Lee Lewis, et puis voilà, hein, Longton Staley, Rolf Beethoven et tout ça. Hein. Non, c'était extraordinaire. Donc voilà, ce jour-là, à Saint-Tropez, on fait la balance, c'est-à-dire qu'on essaie la sono, les machins, les guitares, les batteries, et puis il nous prête sa Mustang, on descend sur le port de Saint-Tropez, alors que maintenant c'est interdit, hein. Mais à l'époque on pouvait encore, hein. C'était en 67 ou 6, ou je sais plus trop, enfin bon voilà, plutôt 67, 68, hein. Voilà, un truc comme ça. Et on fait un petit tour, on était 5 on frimait dans la Mustang, et à la terrasse du Gorille, qui a un troquet qui existe encore sur le port de Saint-Tropez, il y avait 2 minettes qui étaient là, on appelait ça des minettes à l'époque. Il y avait Joël et sa sœur Dominique qui étaient attablés. Et alors les chacals que nous étions, on voit les deux là, voilà, on se précipite comme des malades. Et il y a eu un véritable coup de foudre entre Joël et Serge, vraiment, hein. Serge lui a sorti une plaisanterie, est-ce que vous voulez m'épouser, je sais pas trop quoi, enfin bon, voilà, elle a dit oui pour rire, et puis voilà, elle avait 16 ans, elle avait 16 ans à l'époque, hein. Et quelques temps après, elle montait à Colombes où on habitait tous, Eric et Serré, Serge et moi, on habitait Colombes. Et donc, Joël est venu vivre avec la maman de Serge et Serge lui-même dans un petit 2 pièces, sans salle de bain. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ses parents étaient très libéraux. Son père était diplomate. Hein. Il travaillait à l'UNESCO. Et sa mère, une Française, Claude, très très sympa. Vraiment, voilà, ils ont laissé leur fille partir comme ça. Donc voilà, on a commencé à répéter tous les trois des petites chansons. Genre Peter, Paul and Mary à l'époque, ça c'était un trio américain. Bon voilà, on savait pas trop ce qu'on voulait faire. Entre-temps, pour bouffer, on a monté un numéro de striptease au Folies Pigalle, carrément. Ah bon? Au Folies Pigalle, oui. Ouais. Mais c'était pas du tout vulgaire. Et à l'époque, toutes les stripteaseuses avaient des étoiles sur le bout des nez, et puis une coquille, hein, pour la foufoune, voilà, bon, voilà, c'est comme ça. Et Joël était mineure, hein, elle avait 16 ans. Donc la police des mœurs passait tous les soirs, là. On faisait croire qu'elle avait 18 ans, quoi, voilà. Et bien, bon, ça allait, hein, on faisait... Notre numéro, c'était un petit peu l'histoire du cinéma, on avait fait une petite mise en scène, voilà, c'était rigolo, mais ça nous permettait de manger le soir, quoi, d'aller au drugstore Saint-Germain après, et puis de manger un morceau, quoi. Voilà, et puis entre-temps, on répétait chez Serge, et puis comme il nous manquait une basse, on a fait appel à des copains de Colombes, un copain de Colombes, ensuite on a appelé Lionel, hein, on a appelé Colombes aussi, puis Loulou, notre pianiste, hein, qui habitait à Courbevoie, mais enfin bon. Et voilà, on a commencé à monter le groupe comme ça à la Maison des Jeunes de Colombes, peu à peu. Au départ, voilà, Joël, il y avait 2 chanteuses, on avait Marie, qui est la pauvre, qui est au ciel, hein, depuis longtemps. Elle a chanté dans Les Misérables avec moi, en 1980, bon. Et puis on a enregistré, on a signé un album chez Pathé Marconi, en 1972, donc. On a enregistré 9 titres, et malheureusement, il fallait absolument 10 chansons. Donc je suis un peu long, je m'excuse. Non, vas-y, au contraire, vas-y. Nous buvons tes paroles. Bon, moi j'avais une petite chanson, Rien qu'un ciel, que j'avais composée tout seul dans mon HLM avec ma maman, sur mon piano, là. Je pensais l'enregistrer seul parce que les groupes, j'en avais tellement fait que bon, j'y croyais plus trop, enfin voilà, je voulais essayer un truc tout seul, peut-être. Et puis, je fais écouter ça à mes copains, une cassette. Ah ouais, c'est sympa, machin.
Donc l'après-midi même, on est chez Pathé Marconi, dans les studios à Boulogne. On enregistre en une après-midi, on a enregistré la chanson parce que il y avait les instruments et les voix. À l'époque, les consoles de son, il y avait 8 pistes, hein, pas plus. Hein. Donc voilà, vous avez 4 pistes pour les instruments et 4 pistes pour les voix, hein, c'est tout. Et c'était déjà un progrès. Ouais. Et donc voilà, on l'a mis sur l'album. Et qu'est-ce qui a plu aux radios, en l'occurrence Radio Monte Carlo à l'époque. On était parti en saison jouer à Saint-Tropez dans une boîte qui s'appelle le Voum Voum. Pendant 2 mois et demi, on est resté là-bas. Et on entendait une chanson Rien qu'un ciel sur Radio Monte Carlo, mais 5-6 fois par jour, quoi. On n'en revenait carrément pas, hein. On n'avait rien prémédité, on n'a pas fait d'études de marché avant, rien du tout. On n'a pas fait le buzz sur Internet, hein, ça n'existait pas. Donc, mais voilà. Vous n'étiez pas au courant que ça passait ? Mais si, on l'entendait sur nos transistors. Mais en amont, vous l'avez pas dit ? Non, c'était la première radio RMC qui nous a vraiment joué. Ouais. Et donc on est rentré à Paris après la saison. Alors là, on avait un planning chez Pathé Marconi d'enfer, quoi. Là, ça a commencé tout de suite. On avait les meilleurs attachés de presse de Paris. À l'époque, les maisons de disques étaient pétées de thunes. Hein. Voilà, quand ils misaient sur un artiste, ça y allait. Donc, notre première télévision importante, ça a été le Sacha Show avec Sacha Distel. Une fois par mois, je crois, ou tous les 2 mois, c'était une émission que la France entière regardait. De toute façon, il y avait 3 chaînes de télé, hein, pas le choix. Hein. Voilà. Donc. Et en couleur, c'était une des premières émissions en couleur, parce qu'avant c'était en noir et blanc, je te signale. Bon, en direct, sans qu'on soit prévenu, ils nous parrainent. Voilà, je vous présente le groupe Il était une fois, avec leur chanteuse Joël, voilà, et on chante Rien qu'un ciel. On retrouve encore cette vidéo sur YouTube, il n'y a pas de problème. Hein. Et on était beaux comme des princes, Joël est magnifique, elle est jolie comme tout, et ça a été un déclencheur incroyable, quoi. D'un seul coup, on a été propulsé dans tous les hit parades, et à notre grande surprise, hein, parce qu'on s'y attendait pas du tout, hein. Alors, franchement. Hein. Oui, alors justement, tu as nommé le nom du groupe, Il était une fois, comment il est venu ce nom de groupe ? On a cherché un petit peu... on voulait s'appeler la Marabunta. Hein. Bon, c'était un petit peu, c'est un petit peu violent parce que on était un groupe de rock et de rhythm and blues au départ. Hein. On faisait pas vraiment de la variété, hein, puisque voilà, on adaptait sur scène toutes les tubes à la mode, rock and roll. Hein. Et là, la Marabunta, c'est des fourmis géantes en Amérique du Sud qui mangent tout sur leur passage, donc c'est pas bon. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai sorti une grosse connerie, genre il était 3 fois ou je sais pas quoi. Voilà, bon. Il était une fois dans l'Oued, ou je sais pas quoi. Il était dans l'Ouest une fois. Et du coup, on s'est dit, on s'est dit, les contes de fées. Alors, on a une jolie princesse et tout avec nous, voilà, ça tombe très bien. En plus, le nom, Il était une fois, c'est dans le domaine public, hein, tout le monde peut l'employer. Hein, voilà, Disney l'a fait plusieurs fois, et puis tout le monde. Donc, voilà. Alors, au début, les radios, elles se plantaient. Et voici le groupe Rien qu'un ciel qui nous chante, Il était une fois. Voilà. Ah oui, parce que les gens n'étaient pas habitués à un nom comme ça. C'était les machins, les trucs, ou The Bidule, voilà. Donc, Il était une fois, écoute, ça nous a porté bonheur, hein, franchement. Oui. Et comme j'avais composé la première chanson qui nous avait fait démarrer, on m'a dit, écoute, tu vas être le compositeur attitré du groupe, voilà. Alors, vas-y, faut aller bosser, là. Et donc, je me suis mis sur mes claviers, comme un malade, et puis on a sorti ensuite Les Filles du mercredi, hein. Parce que, à l'époque, c'est le jour de congé des jeunes filles, enfin, des jeunes enfants. Oui, des enfants, c'était le jeudi, donc. Après, ça s'est passé au mercredi, donc Serge a eu l'idée de faire ça avec une image un petit peu érotique de jeunes filles qui sont dans le même lit et tout ça. Bon, et puis non mais c'est vrai, hein, si on écoute bien les textes. Oui, on les a écoutés, hein. Oui. Et voilà. Alors, on les a même chantés quand on était gamin. Et puis on a enchaîné avec Que fais-tu ce soir après dîner. À chaque fois,
on était numéro 1 dans tous les parades, sur toutes les radios, France Inter, Europe 1, voilà, RTL, Oui. ouais. Et puis de fil en aiguille, en 75, moi je compose une chanson que je faisais mes maquettes en yaourt, c'est-à-dire que je chantais en faux anglais, hein, tu vois, je faisais mes maquettes où je faisais well, for against for rain. Bon, voilà. Bon, mais c'était vachement cohérent, si tu veux, ça rimait et tout ça avec des faux mots en anglais, hein, parce que je sais pas parler anglais moi, enfin je savais pas en tout cas. Et donc voilà. Alors j'appelle cette chanson opéra. Parce que c'était très lyrique, hein, j'ai encore rêvé d'elle au début. Hein. Donc, c'est la chanson qui m'a pris le moins de temps. C'est-à-dire que j'ai fait un piano, j'ai enregistré la basse, et la voix un petit synthé qui faisait la voix de Joël. Ouais. Voilà. Ouais. Et bon, et puis j'ai fait écouter ça à mes copains. Ah, on m'a dit, ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, bon, c'est pas un tube, il n'y a pas de refrain, voilà. Joël chante pas assez. Bon, on l'enregistre. Alors, on avait vraiment un sixième, mais il était une fois, c'est Laurent Thierry Mig, notre producteur, qui était vraiment, c'est lui qui est à l'origine du son d'Il était une fois, avec notre ingénieur du son, Claude Wagner, qui n'est plus de ce monde non plus. C'est eux qui ont trouvé la couleur du groupe, et Jean Musy, qui existe encore, heureusement, un des grands arrangeurs français, qui était notre arrangeur privilégié. C'est lui qui a arrangé J'ai encore rêvé d'elle et tout ça, hein. Donc à l'époque il y avait pratiquement, les synthés existent carrément pas, hein, en 75. Donc on faisait venir tous les violonistes de l'opéra, hein, tous les musiciens de l'opéra, hein, carrément, hein, c'est qui remplissaient le studio avec les cordes, les contrebasses, tout, enfin voilà, un orchestre symphonique à chaque fois. On était loin des synthés et des boîtes à rythme, hein, encore. Hein, voilà, il y avait un vrai batteur, il y avait un vrai bassiste, et voilà. Et donc on enregistre. Laurent Thierry Mig et Claude Wagner passent un temps fou à faire un mixage parce que c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. Et donc ils ont bien réussi quand même. Et voilà. Et donc là, c'est sur un album, Ils vécurent heureux, je crois que c'est sur celui-là. Hein. Voilà, donc on fait écouter ça, voilà, il y a une grande réunion dans le grand studio de Pathé avec tout le staff de Pathé Marconi, le directeur et les attachés de presse et tout ça, voilà. Et sur les grosses enceintes, là, et J'ai encore rêvé d'elle, il y a un truc qui passe pas, c'est Et les draps s'en souviennent. Alors là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. On va se faire interdire sur RTL, ça c'est clair, avec Monique Lemarcy qui est toujours vivante grâce à Dieu, oui, qui était la directrice des programmes de l'époque, qui était assez voilà, hein, assez vieille France, on va dire, hein, qui avait déjà interdit à Paul Naref Je voudrais faire l'amour avec toi. Son disque avait été interdit sur RTL, hein, mais carrément. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Donc là, les draps s'en souviennent, ça passait mal. Hein. Et donc, la maison de disques nous faire enlever cette phrase. Et Serge, qui a écrit le texte, lui, il a tenu bon. Il est parti. On était en pleine séance hein, encore. Hein, l'album n'était pas complètement terminé. Il part s'enfermer dans un hôtel porte de Bagnolet à Paris. Et tant que l'accord de cette phrase n'est pas conclu, il revient pas. Il veut pas revenir. Hein. Donc, Pathé Marconi cède. Voilà, il cède. Et le disque sort. Et en fin de compte, Europe 1, boum, tout de suite il le joue parce qu'il trouve que c'est une chanson magnifique. Et voilà, et bon, et puis RTL a suivi évidemment. Et ça a été un carton, mais alors, absolument dingue. Ah oui, oui, on a été disque d'or en 15 jours, disque de platine en 1 mois, enfin c'était dingue. Et donc de là, bon, on a commencé à faire des tournées avec Joe Dassin. On a fait même l'Olympia en co-vedette avec lui. Ouais, Richard, oui, je vais me permettre de te couper 2 petites minutes parce qu'on oui, va faire je parle beaucoup, hein, je sais bien. Non, mais il faut qu'on fasse une première pause musicale. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est la chanson que tu parlais tout à l'heure. Non, justement voilà, pas. Rien qu'un ciel. Bah oui, rien qu'un ciel. Eh ben oui, rien qu'un ciel, voilà. Ah oui, rien qu'un ciel. Alors on y va, on met rien qu'un ciel. Allez, c'est parti. Des fleurs et quelques hirondelles.
Bonjour, c'est Pierre Richard. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Et voilà. Bah oui, et voilà. Alors ce qui est assez marrant, Richard, tu nous as pas vu, tu nous as pas entendu, on chantait dans le studio. C'est non, sérieux. Et pour les films, tu sais, on dit qu'il y a des feel good movies. Là, ça ressemble à de la feel good musique, quoi, on va dire. Ouais. C'est plutôt sympa. C'est une petite chanson avec un texte tout à fait simple, gentillet, on va dire. Hein, ça fait peur à personne. C'est ça qui a plu, quoi. C'est entraînant. Non, puis nous, on était gamins quand c'est sorti, et c'est vrai que on les chantait tous ces chansons-là, quoi. Tout à fait. On va en chanter d'autres. On va en chanter d'autres après. Par contre, j'ai une question, Richard. C'est quoi on va dire, ta formation musicale? T'es un peu autodidacte quelque part? Oui, absolument. Bah oui. Moi, je suis batteur au départ, donc je me suis mis au clavier vers 9-10 ans, quand ma voisine déménageait. Elle nous a fait cadeau de son piano, parce que elle emménageait dans un appartement trop petit, et c'est là que j'ai commencé à pianoter tout seul, à apprendre, voilà, et que j'ai commencé à composer des chansons sur ce vieux piano, dans mon HLM. Et puis ensuite, je joue de l'harmonica aussi, je faisais tous les instruments sur une maquette, donc j'adorais ça. Donc les claviers, la batterie, et puis voilà. T'as pas l'oreille absolue? Ça je sais pas, j'ai jamais essayé, j'ai jamais contrôlé. non, mais franchement. T'arrives à refaire des musiques d'un coup? T'arrives à refaire des musiques d'un coup? À quoi? À refaire, à reprendre. À rejouer des musiques. Tu t'entends une musique et t'arrives à la refaire sans avoir une formation musicale? Oui, ça dépend des titres. Hein. Bah, tu as peut-être une oreille absolue, je sais pas. Non, j'ai pas l'oreille. Non, ça c'est vraiment les. Non, il y a des gens. Ouais, c'est un vrai don, ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils entendent une note, ils se disent ça c'est un la, ça c'est un sol. Ça, je serais incapable de te dire. Je sais pas. Dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que faire des chansons, c'est pas non plus donné à tout le monde, et pour autant. Non, mais. C'est un truc, c'était comme inné pour toi. C'est une passion, donc voilà. Moi, j'avais des magnétophones à l'époque, et tout un arsenal d'effets spéciaux et tout ça dans mon studio où j'habitais. Ensuite, et puis je passais un temps incroyable pour composer des chansons, quoi, parce que ça me passionnait. J'étais pas forcé de le faire, je le faisais avec plaisir, quoi. Mais pour autant, dans les gros tubes que tu as créés, souvent, je t'ai entendu dire, ça s'est fait comme ça, quoi. Ça s'est fait en peu de temps. C'est comme une fulgurance, quoi. C'est hop. Oui, non. Ouais, c'est-à-dire que quand on préparait un nouveau 45 tours ou un nouvel album, là, j'apportais une vingtaine de chansons. On a balancé 10 à la poubelle et puis on gardait les meilleures, quoi. Voilà, c'était des maquettes, donc l'arrangeur après faisait son boulot pour que ce soit joli à écouter et tout ça, voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que dans l'industrie du disque, malheureusement, quand un artiste disparaît, très souvent après, alors effectivement, on y verra des vues un peu commerciales, on arrive à ressortir des anciens titres non sortis, soit du chanteur, soit du groupe. Est-ce qu'il existe aujourd'hui je sais qu'il y a eu une anthologie qui était sortie il y a quelques années. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des choses là-dessus? Alors oui, c'est-à-dire que la dernière anthologie, c'était Marianne Mélodie qui a sorti ça il y a deux ans, un truc comme ça. Un très beau coffret avec 166 chansons quand même. Hein. Ah oui. Alors il y a des perles là-dedans, il y a des pépites, hein, comme on dit, des trucs, des enregistrements pas pirates, mais bon, quand on était en studio, qu'on répétait ou qu'on enregistrait des titres. Voilà, puis il y a des embryons de chansons qui ont jamais vu le jour, qui sont pas finis. Voilà, non, mais c'est vrai qu'il y a de la matière. Il y avait carrément, je sais plus, 7 CD, je crois, un truc comme ça. Non, c'est un beau coffret. Et quelques années avant, il y a eu l'anthologie avec 4 CD, je crois. Là aussi, il y avait beaucoup de pépites comme ça, des trucs enregistrés comme ça par hasard, avec un petit magnétophone, un petit truc à cassette, voilà. Et donc ils ont retrouvé ça chez Pathé Marconi, dans les bandes, dans les studios. Tu t'en rappelais? Non, il y a des trucs dont je me rappelais absolument pas. Hein. Non, c'est clair que
voilà. Ça va faire drôle quand on retrouve quand on entend comme ça des chansons qu'on a enregistrées, et qui sont pas sorties, quoi, en fait. Oui, ouais, ça fait, c'est des essais, quoi. C'est tout, hein. Et donc, voilà, c'était peut-être pas assez puissant pour le mettre sur un album ou un 45 tours, et puis c'est tout, hein. Ils sont sortis quand même. Ouais, voilà, c'est des souvenirs, hein. Tout à fait. C'est sûr que. Oui. C'est sûr que Johnny en a 1000 fois plus que nous, hein, et voilà. Tiens, tu fais bien de parler de Johnny. Tu fais bien de parler de Johnny, parce que, alors, il y a plusieurs choses en lien avec Johnny Hallyday. C'est une tournée. Alors, d'après ce que je comprends, alors, après, tu vas plutôt rentrer dans le détail. Alors, il y a deux choses intéressantes, entre guillemets. Vous allez vous retrouver dans une tournée où je pense que la violence est peut-être un peu trop présente au démarrage de cette tournée, d'après ce que c'est ce que j'ai un peu ressenti. Ouais. Et puis, j'aimerais bien aussi que tu nous parles, parce que effectivement, on parle aussi, donc forcément de Joël, et que Johnny Hallyday a eu un total crush pour Joël. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai une autre question à ce niveau-là, et après, je te laisse y répondre. Ça la gonflait pas, Joël, d'avoir tous ces mecs qui lui couraient derrière? Pour quelques-uns, si, hein, vraiment. Mais bon, lui en particulier. Elle était tellement amoureuse de Serge que bon, qu'on s'appelle Johnny ou je sais plus qui, peu importe, hein. Voilà, elle voulait elle voulait pas partager son amour. Et voilà, hein, je peux la comprendre. Hein, et voilà. Alors Johnny, bon, la tournée, alors c'était Charlet Marouani, qui est plus de ce monde, lui non plus, qui était notre impresario, qui était l'impresario de Dassin aussi, de Carlos, voilà. Et donc il a négocié pendant plus d'1 an pour que toutes les conditions soient réunies. Parce que Johnny avait à une certaine époque il y avait des gens qui lui en voulaient, qui voulaient le tuer, enfin bon, il avait une mauvaise réputation, on va dire, hein, voilà, comme ça. Ah ouais. Donc nous, avec nos petites chansons, Rien qu'un ciel et tout ça, on avait la trouille, non mais franchement. Mais ça craignait. Bah oui, ça craignait. Alors à l'époque, il y avait le Palais d'Hiver à Lyon, qui n'existe plus, qui a été détruit. Notre premier concert, alors c'est au Palais d'Hiver de Lyon, et les organisateurs avaient une excellente idée avant le concert, alors que tout le monde hurlait Johnny, Leroy, machin. Oh putain, ouais, on était, je te jure, on n'en met pas large, hein. Ouais. Et les organisateurs avaient une excellente idée de faire une démonstration de combat de rue sur scène avant le spectacle. Alors déjà que dans la salle c'était chaud bouillant, ils avaient fouillé les gens parce que il y avait des menaces qui pesaient sur Johnny, hein, vraiment. Ils ont découvert des couteaux, il y avait même un mec qui faisait semblant d'avoir d'avoir la jambe raide alors qu'il avait une carabine carrément dans son jean, hein. Et donc, non mais franchement, c'était hyper violent. Et nous, alors fallait qu'on passe, voilà, il y avait Carlos dans la tournée, hein, Monsieur Météo, voilà. On tournait souvent avec lui, avec Joe Dassin aussi énormément, hein. Et donc voilà, nous on léchait les plâtres, comme on dit dans le spectacle. Voilà, quand t'entends des mecs qui hurlent Johnny, et que nous on doit rentrer en scène avec notre petite chanteuse et notre petit Rien qu'un ciel, et vas-y. C'est pas nous. Et donc pour être ça, non, je veux pas être vulgaire. On n'en met pas large, on va dire. Voilà. Donc, on rentre mais on n'avait pas le choix, il fallait y aller. Hein. Oui, bah oui. Donc, on décide, avant de chanter nos chansons, de faire du rock'n'roll parce qu'on était un orchestre de rock au départ. Donc, alors, heureusement, Joël est américaine, elle connaît tous les rock'n'roll classiques par cœur. On part sur Long Tall Sally, je crois, un truc comme ça, ou Memphis, Tennessee, ou je sais plus très bien. Enfin bon, et ça passe. Personne, tout le monde commence à danser, à taper des mains et tout, bon. Et du coup, on enchaîne sur nos chansons et ça se passe très très bien en fin de compte. Voilà, super, on n'en revenait carrément pas. Donc, Carlos passe après nous on part, Johnny et Carlos devaient nous rejoindre dans une pizzeria, je sais plus à quel endroit là. Et donc voilà, on part après notre prestation, on va dans cette pizza là, on attend Johnny. Et en fin de compte,
il y a un espèce d'imbécile, d'idiot, qui casse une bouteille, parce que à l'époque, les bouteilles en verre étaient encore autorisées dans les spectacles. Après, ça a été interdit, ça a fait jurisprudence. Le mec, il a cassé une bouteille, il l'a balancé sur la tronche de Johnny, qui a écarté la tête comme ça, heureusement. Et sinon, il se prenait le tesson de bouteille en pleine figure, hein. Il se l'est pris dans la gorge. Voilà, donc voilà, nous on n'était pas au courant, hein, parce que il y avait pas, on n'avait pas de portable à l'époque évidemment, on peut pas savoir. Et on attend, on avait fini de manger et tout. On se dit mais et en fin de compte, il arrive avec un super gros pansement autour du cou et il nous raconte ça en se marrant. Voilà, il a reçu un tesson de bière dans la gorge et donc le spectacle a été arrêté. Hein, il a pas fait son tour de chant en entier hein, ce soir-là. Et nous du coup, comme on a vu que ça devenait trop dangereux, on lui a dit bon, nous on arrête la tournée, c'est pas possible si ça commence comme ça. Et puis voilà. Et puis en fin de compte, il nous a promis, juré de faire des efforts parce qu'à Montbéliard ça a recommencé avec son secrétaire qui était 5e dan de karaté, une bagarre généralisée dans le restaurant. Enfin. Alors nous on se barre, tu vois, en courant parce que voilà, et on dit à Johnny bon ça là maintenant on arrête, c'est pas possible. Et en fin de compte il était tellement attachant et il avait tellement envie qu'on reste avec lui qu'on est resté. Ouais. Voilà. Juste avant la tournée, il avait acheté une Rolls-Royce blanche décapotable magnifique. Et à la fin de la tournée, c'était une poubelle. Elle était cabossée de partout parce que après les spectacles avec Carlos, les deux pochetrons là, ils allaient en boîte jusqu'à... Non mais c'est vrai, jusqu'à 8 du mat. Moi j'ai suivi une fois. Hein, j'ai compris ma douleur, j'ai dit bon, je suis terminé, et mes copains aussi. Hein, nous on allait dormir parce que le lendemain il fallait assurer les spectacles. Hein. Et Johnny et Carlos, ils fumaient des clubs comme des malades, ils se tapaient 2 bouteilles de whisky chacun, et des fois, un jour sur 5, Johnny n'était pas là. Alors, il y avait un médecin qui venait lui faire une piqûre de cortisone, hein, parce qu'il n'avait plus de voix, hein, évidemment. Donc, il arrivait en retard, ça hurlait dans la salle et tout, Johnny. Et souvent, il était en retard, quoi. Parce que jusqu'à 8 du mat, il se bourrait la gueule, il fumait comme un malade. Et nous, voilà, on a quand même réussi à finir la tournée très très bien. Très très bien. On est devenus hyper amis. À l'époque, il était encore avec Sylvie Vartan. Hein. Ouais, mais cette histoire, il était encore avec elle, mais c'était limite quand même. Oui, non, mais il est tombé amoureux de Joël, carrément. Elle nous a tout raconté, donc moi, j'ai pas honte à le dire maintenant. Hein, c'est pas un secret. Hein. Voilà, il lui a fait carrément il l'a invité au Fouquet's, hein, sur les Champs-Élysées. Là, il est arrivé pas du tout habillé en rocker, mais avec un costume en blanc cassé en lin, avec un chapeau, carrément un autre homme. Hein. Ouais. Et il lui a fait sa déclaration, quoi. Et ben bon, Joël était vachement emmerdé parce que voilà, elle dit ouais, je t'aime bien, Johnny, mais bon, moi mon homme c'est Serge, et puis voilà, quoi. Et donc bon, voilà, il paraît elle nous a dit qu'il avait pleuré et tout ça. Un râteau. Bah, je veux bien la croire, non mais c'est vrai. Bon, après l'affaire a été close, hein, il est resté avec Sylvie, hein. Voilà, mais bon, ouais, c'est un épisode comme ça. Il devait pas trop avoir l'habitude qu'on lui dise non quand même. Bah oui, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux Ah oui, non mais elle a eu raison, hein, c'est pas... Oui. Non, mais sinon, ça te rend compte le bazar que ça aurait fait. Attends, au secours. Hein. Sans faire de jeu de mots, Richard, sans faire de jeu de mots, elle en a pas Johnny à l'idée. Enfin, vous le racontez à personne, hein, c'est ça. Hein. Non, on dit rien à personne. Non. Promis, ça reste entre nous. Personne écoute. Hein, voilà, de toute façon, on fait une émission, mais il n'y a pas d'auditeur. Il n'y a pas d'auditeur. Bon, très bien. Parfait. Alors, non, mais voilà. Non, en tout cas, mais c'est une petite. Il y a eu plein de gens plein de mecs qui l'ont dragué, Joël, évidemment. Mais qui d'autre connu? J'ai presque envie de te poser une question. Non, Richard. Non, après, je le dis pas. Hein. Richard, entre nous, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites de toutes les interviews que tu as faites sur Il était une fois? Non, mais il y a des secrets, enfin, qu'on n'a pas à révéler, enfin, voilà. Hein. Allez, un truc que tu n'as pas dit qui n'est pas si méchant que ça, non, tu veux pas?
qui est pas si méchant que ça. Non. Un tout petit. Non, non. Même un petit. Bon. Non, on a eu évidemment en 8 ans de succès, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein, évidemment, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses positives et d'autres un peu moins positives. Bon, mais c'est la vie. Voilà, je vais pas c'est normal. Voilà, je vais pas tout raconter, voilà. Hein. Oh, ça aurait été sympathique. ouais. Alors, non, mais tu vas voir où je veux en venir. En fait, on va peut-être écouter la musique d'abord et puis après, on va parler d'un autre sujet parce qu'en fait, le sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que durant toute ta carrière, et tu répondras après la chanson, toute ta carrière, tu as rencontré plein de gens et j'ai presque envie de te poser la question. Quitte à vraiment, c'est la plus belle rencontre de ta carrière professionnelle. Et puis, en inverse, celle où franchement, t'aurais mieux fait d'éviter. On écoute quand même cette chanson qui est très belle et qui s'appelle et qui est une chanson qui pourrait se passer au Havre. Surtout en ce moment. Surtout aujourd'hui. Je me signale que moi j'habite en Seine-et-Marne, à côté de Milly-la-Forêt. Oui. Il pleut à verse là. Ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous, Richard. Donc viens faire un tour sous la pluie. Allez, viens faire un tour sous la pluie, Richard. Allez, go. Ok. Ils ont arrêté la musique, on va bientôt ramasser nos verres. Nos corps sont vraiment morts de fatigue, j'ai peur de la lumière. Quel temps va-t-il faire mon joujou? De quel amour vas-tu t'habiller? Les arbres sont encore pleins d'eau, les trottoirs nous voilà seuls dans la ville, la première fois. Faut profiter de ces moments-là. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. Bonjour, c'est Emmanuel Curtil. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Une émission splendide. Voilà, on vient d'entendre Emmanuel Curtil et avant, viens faire un tour sous la pluie. En fait, je pense que le succès de tes chansons et des chansons d'Il était une fois, c'est tout simplement parce que vous chantiez notre vie, quoi, en fait. Ouais, peut-être, oui. Et tout le monde se retrouve dans ces chansons-là, quoi, en fait. Oui, ouais, c'est
là c'est pareil, ça parle d'un moment de deux amoureux sous la pluie. Bon, c'est un petit fait divers. C'est pas les textes de Chouchou quand même. Voilà. Non mais c'est vrai. Non, parce que lui, il aurait dit viens faire un tour en Suisse. Non mais c'est. Non, je rigole. Non mais j'adore Souchon vraiment. Ah, mais moi aussi. Mais nous Moi aussi, aussi. oui. Moi C'est un grand auteur vraiment. Ouais. Et puis Ah oui. voilà. Moi, je l'ai vu sur scène 2 fois. Non, c'est voilà. quelqu'un qu'on aime bien. Nous, on accède surtout notre savoir-faire sur dans l'enregistrement, sur les voix, sur les arrangements, enfin que ça soit de la variété élaborée si tu veux, voilà. Ouais. Hein, voilà. Les chœurs aussi, les chœurs. Oui, Ouais. mais on passait un temps fou en studio. Ouais. On trouvait tout sur place, hein. Voilà, parce que moi je faisais des maquettes souvent simples, pas très compliquées, et donc on trouvait les chœurs sur place. Il suffisait de se regarder, on avait une telle connivence entre nous que voilà, ça se passait super bien tout le temps, quoi. Voilà, et puis les studios nous appartenaient autant de temps qu'on voulait, hein. Ouais. Voilà, d'ailleurs, les studios Pathé Marconi n'existent plus malheureusement à Boulogne. C'était des studios où on a croisé des stars comme Paul McCartney. Un jour, on voit arriver un van Volkswagen, tu sais. Ouais. Il y a Paul McCartney, il était avec Linda à l'époque, je sais plus comment. McCartney. Voilà, C'est sa femme. avec leurs enfants, ils sortent du van, là carrément, ils venaient enregistrer chez Pathé Marconi à Boulogne. Hein. Ouais. Elton John, pareil, Elton John, on l'a vu 2-3 fois. Bah, tu me dépasses là, Richard. Parce que. Non, mais on est devenus copains avec Mick Jagger. Ouais. Voilà. Alors, comme les Stones restaient, le magnétophone tournait tout le temps. Hein. Ouais. Ils faisaient le bœuf en perpétuel, jour et nuit, donc il y avait un espèce de buffet campagnard gratuit, si tu veux. Et comme Joël parlait très bien anglais, elle est devenue très très amie avec Mick Jagger, hein, c'est pas des conneries. Hein. Voilà, donc on était invités, voilà, on pouvait rentrer dans la cabine, écouter ce qu'il faisait, tout ça, machin. Et manger un petit peu de rillettes et de fromage, et puis voilà. Hein. Alors à l'époque, Richard, à l'époque, il était dit que beaucoup d'anglo-saxons venaient en France pour une histoire d'impôts. Voilà, pour il une y histoire avait aussi le studio d'Hérouville. C'est ce que j'allais en venir. Hein. Oui. J'allais parler. De Michel Magne. Voilà. Nous, on a enregistré Que fais-tu ce soir après dîner et la phase B aussi à Hérouville. Et Elton John était là, il enregistrait son double album Captain Fantastic, je crois, ou c'est ça. Ou Mister Fantastic. Yellow Brick Road, il me semble, je sais plus. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Nous, on enregistrait la journée, on n'est pas resté longtemps, on est resté 2-3 jours. Et le soir, Elton était devant nous, quand on dînait dans la grande salle, il était devant nous avec ses musiciens, et il répétait devant nous. Alors, un dîner-concert comme ça, mais c'est... Alors que Elton, c'est une de mes idoles, comme McCartney, enfin, tu vois, incroyable, quand on en revenait carrément pas. Hein. C'est pas le seul. Il enregistrait, et il répétait les titres qu'il avait enregistrés dans la nuit dans l'autre studio, dans le grand studio. Donc, on avait un dîner-concert d'Elton John. Non, mais tu le crois, ça, franchement. Alors, l'album, excuse-moi, Richard, c'est Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Oui. Ouais, peut-être, oui. Et donc, on entendait des titres qui allaient devenir des tubes mondiaux, quoi, quelques temps après. Hein. Et puis, alors, il était vachement... Il venait s'asseoir ensuite à notre table. J'ai qu'une photo. Une seule photo où on est tous à la table, là, avec lui, à côté de nous, et Joël qui parlait avec lui. Moi, j'étais vachement intimidé. En plus, je parlais pas anglais, ou très mal. Donc, c'est impressionnant, quoi, parce que quand il m'a énormément inspiré, hein. McCartney et Elton, c'est mes deux grands compositeurs. Voilà, pour moi, c'est des extraterrestres. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors nous, en fait, je faisais effectivement, tu m'as un peu devancé, notamment en parlant du château d'Hérouville-Saint-Clair de Michel Magne, qui va créer un studio phénoménal. Bon, après, ça va finir en sucette, mais bon, après. Ouais. Alors moi, je voulais juste dire vite fait, je sais pas si vous vous rappelez, les amis, on avait fait une émission avec Christophe Comte.
qui est le réalisateur du Château d'Hérouville, où effectivement il parle d'accord. d'Elton John. Donc si tu as l'occasion de le Ah, voir ouais. en replay, le Château d'Hérouville de d'accord. Christophe Comte, qui est un excellent reportage sur la grande époque, où moi qui suis fan de David Bowie par exemple, je sais qu'il va aller au Château d'Hérouville pour enregistrer avec Iggy Pop par exemple. Absolument. Effectivement, Elton John, que des fois dans ce petit village d'Hérouville-Saint-Clair, il y a eu un moment des concerts de groupes incroyables mais vrais où les gens n'auraient jamais pu aller les voir en temps normal. C'est un reportage, enfin un documentaire phénoménal. Le Château d'Hérouville. Donc c'est pour ça, je sais que, comme je savais que tu avais été là-bas, enfin vous aviez été là-bas, et que tu avais rencontré Elton John, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler ce soir. Oui, voilà. C'est un beau souvenir, ça aussi. Hein, mais t'as pas répondu à ma question, parce que en fait, moi j'ai une idée, de la personne vraiment que t'as vraiment dans ta carte, je dis franchement là, c'est le top, et une autre personne, sans dénigrer, c'est pas le but non plus, on n'est pas là pour ça. Vraiment la personne, dans ton cadre, toi, dans ta personnalité, ça n'allait pas. Alors, il y a deux personnes que j'ai adoré rencontrer dans ma vie. C'est Paul Naref, évidemment, parce que c'était quelqu'un. Il a un petit peu changé maintenant, mais voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire et tellement ouvert, et on s'éclatait tellement avec lui que voilà, j'ai toujours adoré. C'est un grand mélodiste. Vraiment, il a pas changé. Il écrit toujours des super belles mélodies. Joe Dassin, évidemment, puisque on a tourné beaucoup avec lui. C'était devenu un ami, vraiment. Voilà. Et ceux qui m'ont quelqu'un qui m'a déplu. Johnny aussi, j'oublie. Putain, quand tu rencontres Johnny, c'est qu'il a un tel aura, un tel magnétisme que tu peux pas rester insensible à quelqu'un comme lui. En plus, il est tellement gentil. Franchement, c'était un mec, un amour. Franchement, gentil. Il a toujours besoin d'être entouré. C'est quelqu'un qui supportait pas d'être seul et tout ça. Voilà. Donc, non, généreux. Presque un peu timide souvent. Voilà, c'était pas la grosse brute. Pas du tout. Alors, Johnny, c'était quelqu'un d'absolument adorable. Vraiment un plaisir de connaître cet homme-là, franchement. Quelqu'un que j'ai pas aimé rencontrer, alors là, franchement, je cherche. Là. Ou qui a déçu, en fait, peut-être, tout simplement. Tu nous parles de Johnny, tu nous parles pas d'Eddie. Eddie, on le connaissait pas beaucoup, franchement. Tu le connaissais pas, Eddie Mitchell ? Non, on a dû le rencontrer une fois ou deux, sans plus, quoi. Non, franchement, moi j'adore Eddie, franchement, Eddie Mitchell. Ça n'empêche pas. Ouais, bien sûr. Bon. Non, mais il t'a pas eu vraiment de rencontre. Si, peut-être Claude François. Parce que voilà, lui, il avait, alors comment il matait Joël, c'était incroyable. Quoi. Elle était blonde, il adorait les blondes. Blonde aux yeux bleus. Bingo. Voilà. Et que je te la drague, et vas-y. Et nous, on n'existait plus. Il ne disait même pas bonjour. Voilà, c'est ça qui ça m'a choqué, quoi, parce que franchement. Il vous a zappé carrément. Et en plus, comme on était copains avec ces musiciens, la plupart, qui nous racontaient comment ça se passait, c'était pas quelqu'un de réjouissant avec qui travailler. Je pense que ça devait être compliqué de travailler avec lui, effectivement. Oui, non, mais il faisait des notes de service. Si un musicien faisait un pain sur scène, enfin une fausse note, ça peut arriver. Alors là, c'était une catastrophe. Et à quelle occasion vous avez eu l'occasion, effectivement, de le rencontrer? C'est pour une émission de télé? Avec Guy Lux, sur les plateaux de Guy Lux. Salut Linux. Non, mais c'est vrai, on a fait 2 ou 3 télés où il y avait Claude François, évidemment. Donc, qui nous avait que pour Joël, et nous, on n'existait carrément pas. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Puis elle était complètement insensible à Claude François, franchement. C'est la coupe peut-être. La coupe. Non, franchement, non. D'accord. Non, c'était pas sa thé du tout. Et donc voilà, ils ont fait des petits sketchs ensemble. Je crois qu'ils ont même chanté un duo. Enfin bon, c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais bon, la personne il y a personne que j'ai détesté, on va dire. Non, je vois pas.
Non, mais Franchement, après, effectivement, tu as peut-être un caractère à te faire bien avec un peu tout le monde. Hein, Ouais. Bon, il y a des connards comme partout, dans tous les métiers. Hein. Bah oui. Ça Voilà, existe. des mecs que tu rencontres une fois et puis ça va pas du tout, tu les revois plus, puis c'est tout. Hein. Tu parles pour nous, là? Non. Je rigole. Alors, vous êtes grillés depuis longtemps. Hein, Tu parlais d'émissions de télé là tout de suite. Oui. Quel souvenir tu gardes des émissions de Maritier et Gilbert Carpentier? Mais c'était magnifique. Parce que nous, c'était- à regarder, on avait vraiment l'impression que vous vous amusiez sur ces. Enfin, sur... Absolument. Ouais, Absolument. Puis nous, ça nous faisait on marrer. arrivait sur le. On arrivait, il y avait beaucoup de répétitions avant, hein. Mais tout était au départ, il y avait rien d'écrit, hein. Et puis on bâtissait un scénario au fil des heures. On enregistrait des chansons qui verront le jour qu'une fois chez les Carpentiers. C'était spontané, on avait du temps, ils étaient adorables tous les deux, il y avait une super bonne équipe. Donc c'était que de la bonne humeur. Hein. En plus, ça faisait des audiences incroyables, hein, évidemment. Oui. Donc c'était vraiment profitable de faire ça, puis c'était vachement sympa, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision, donc effectivement. Puis Non. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions de variété, à part Taratata, mais qui passe tard. Quel malheur, quel malheur. Ouais, c'est ça vrai. c'est clair, oui. Oui, c'est voilà, à part les clips et tout ça, bon, ok, mais enfin bon, les vraies émissions, même avec Jacques Martin ou avec des gens comme ça, c'était vachement bien, quoi. Bon, c'était le bon temps, mais c'est fini, quoi, voilà. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à tout ça? Je sais que donc votre groupe va durer, je voudrais pas dire de bêtises, 8 ou 9 ans. 8 ans. 8 ans. On s'est créé en 71. On a fait notre premier succès en 72 et on s'est séparés fin 79, début 80, on va dire. Hein. Alors, dans ce moment-là, en fait, on entend de tout. On entend des choses du style pression médiatique, des tournées beaucoup. Alors, c'est vrai qu'à un moment, les tournées, vous en faisiez pas mal. Hein, Oui, on n'arrêtait pas. c'est fatigant de faire des tournées, il faut quand même le dire. À une époque, on faisait plus de 200 dates par an. Hein, c'était énorme. Hein. Ah oui, on bien était sûr. tout le temps en voiture, dans les trains, dans les avions. C'est vrai qu'à un moment, c'était un peu fatigant. Donc il y avait tout ça. Il y avait peut-être aussi le syndrome qu'on voit dans beaucoup de groupes. Je pense à Queen aussi, où effectivement Queen à un moment, ils se sont un peu pouillés la gueule. Et puis à un moment, il y a eu une volonté, de faire du solo. C'est quoi le vrai du faux dans tout ça? Le vrai, c'est que Serge n'aimait plus Joël, voilà. Et donc, il avait rencontré sur le podium européen qu'on a fait 3 mois et demi. Il a trompé Joël avec une danseuse de Carlos, carrément. Pas avec Carlos, par contre, pas avec Carlos. Non, mais arrête, non, mais c'est triste. Ah oui, c'est le début sais. de la fin, là, ce jour-là. Elle les a découverts tous les deux en train de se rouler une pelle, tu vois, au secours. Donc, ça a commencé comme ça, quoi. Serge, malheureusement, paix à son âme, mais bon, il était alcoolique, hein, donc ingérable, hein, quand il était sourd, enfin, quand il était plein d'alcool. Voilà, ça devenait un enfer de plus en plus, quoi. Sur la tournée européenne, Mort Schumann a failli l'étrangler, Serge, parce que devant tout le monde, Serge était bien torché, là. Il balance une baffe à Joël devant tout le monde, quoi. Tu te rends compte? Alors, tout le monde était outré. Et Mort Schumann, qui était hyper copain avec Joël, parce que américains tous les deux et tout ça, puis même il s'aimait vachement bien. Il a sauté sur, alors genre 1m93, tu vois, 100 kilos, Mort Schumann. Il a pris Serge par le cou, il commençait à l'étrangler et tout. On était 8 là pour les séparer et tout. Il voulait carrément le tuer, hein. Non, c'était grave, hein. Ah oui. Je t'ai pas entendu en parler de cette histoire. Non, c'est vrai. Parce que c'est tellement triste, quoi. Voilà. Bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé qu'on soit
on avait commencé une carrière un petit peu internationale. Voilà, on chantait en italien, en anglais. On était parti au Japon. Et puis tout tombe par terre, quoi, parce que les deux, ça allait plus du tout. Hein. Mais si je dis une bêtise, Richard, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Oui. C'était quand même ton ami, Serge. C'est celui que tu as vécu avec lui. Tu l'as vu arriver. Tu l'as vu arriver ce changement parce que on a l'impression que d'un coup, c'est comme un coup près. Tu l'as vu arriver? Mais non, c'est pas comme un coup près. Ça devenait de plus en plus prégnant. Hein, voilà. Au fur et à mesure qu'il s'alcoolisait de plus en plus, quoi, ça devenait infernal, quoi. Il devenait carrément un despote, hein. Voilà. Nous, je peux t'avouer que à un moment on l'appelait Adolphe, hein, parce qu'on ne voulait plus monter en voiture avec lui, hein, parce qu'il était invivable, quoi. Et donc c'est lui un petit peu qui a foutu le groupe en l'air, hein, je peux l'avouer. Hein. Mais est-ce que le succès n'a pas été responsable un petit peu de cette alcoolisation de sa part? Enfin, je sais pas. Hein, non. Moi, je connais Serge depuis, voilà, donc depuis ses 20 ans, il boit, quoi, puis il a bu de plus en plus et à la fin, ça devenait incroyable, quoi. Il pouvait plus. Voilà, dès qu'il tremblait, hein, s'il avait pas sa dose. Oui, c'est un symptôme, ça, on va dire. C'est un symptôme. Oui, bien sûr, bah oui. Alors, fallait qu'il nous expliquait que quand il écrivait les textes, c'était surtout la nuit avec une bouteille de cognac ou de vodka à côté de lui, et puis voilà, quoi. Il avait besoin d'être désinhibé pour créer, et puis même pour sortir, quoi. C'était bon, voilà, c'est comme ça, malheureux. Alors que c'était il faisait des textes absolument magnifiques. Il a écrit pas mal de textes pour Dick Rivers, par exemple. Maman n'aime pas ma musique, Faire un pont, Miss des Anges. C'est Serge qui a écrit tout ça. Oui. Non, et puis en plus, il était très très érudit, si tu veux. Hein. Il lisait beaucoup. Hein. C'est très intelligent, mais une manque de confiance en lui que j'ai découvert après tout ça, quoi. Parce qu'en fin de compte, il avait besoin de boire parce qu'il était pas bien dans sa peau, hein, c'est tout. Hein. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Ça a foutu le groupe en l'air, voilà, l'alcool et le fait de tromper Joël, et après ça a été la fin, quoi. Oui, parce que on aurait pu penser, excusez-moi, hein, mais on aurait pu penser aussi que d'avoir un couple dans un groupe était peut-être source de problématiques. Quand tout va bien, c'est génial. Le jour où ça va plus, c'est catastrophique. C'est un peu ce qui s'est passé avec Abba, là, j'ai appris ça récemment, là. En fin de compte, c'était pas aussi à la fin, ils se sont séparés parce que il y avait des malaises dans les couples, hein, voilà, tout ça. Ouais. C'est compliqué à gérer. Je pense que c'est compliqué. C'est même, c'est très compliqué, ouais. On va écouter le troisième titre. Oui. Alors le troisième titre, ça va être Pomme. Pomme, on peut en parler, Pomme, après. On en parle. Absolument. On en parle après de Pomme, c'est intéressant aussi. D'accord. À tout de suite. Ok, à tout de suite.
Salut, c'est Gérald Dahan sur West Track Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. Ah, c'est... Donc, on vient d'écouter Gérald Dahan et juste avant Pomme. Alors oui, Pomme, c'est enregistré outre-Atlantique? Oui, absolument. On est parti un mois aux États-Unis. Tout était organisé par quelqu'un là-bas qui était un correspondant qui a réservé les musiciens, le studio, les voitures, les hôtels. Enfin voilà, c'est hyper bien organisé. On est parti donc à Bogalusa, en Louisiane, dans le studio de Stevie Wonder, quand même. Hein. S'il vous plaît. Pas là, mais bon, voilà. Non, mais c'était un bel endroit. Hein. Ah bah j'imagine. Et donc oui. voilà, on a enregistré avec que des musiciens américains, évidemment, parce que nous, on n'avait pas la carte verte, on ne pouvait pas travailler, c'est interdit, hein, donc c'est syndicalement. Donc c'est que des musiciens américains, puis que des pointures hein, qui étaient avec nous, là. Alors vous avez eu qui? Vous avez eu qui, oui. Bon, il y avait Klaus Voormann à la base. Klaus Voormann, c'est lui qui a dessiné la pochette de Revolver des Beatles, par exemple. Ouais. Et donc, voilà, il y avait le pianiste de Little Feat, le chef d'orchestre, je ne sais plus son nom. Il y avait un guitariste extraordinaire qui s'appelle Amos Garrett, je me souviens de son nom. Et le batteur, c'était... j'ai oublié son nom encore, là, c'est terrible. Hein. J'ai plein de photos en Polaroid de ces gens-là. Ça a été un des batteurs d'Elton John, justement. Et voilà, donc je leur ai écouté mes maquettes, moi, sur cassette, hein. Et ils ne connaissaient pas du tout les chansons, hein, et instinctivement, ils travaillaient un petit quart d'heure sur chaque titre, et puis c'était parti, formidable. Ouais. Voilà, j'ai entendu Richard, un de tes anciens acolytes, qui disait que les musiciens étaient vraiment phénoménaux. Et que il disait même, les gars, nous après il faut le refaire sur scène, donc ça va être compliqué. Ouais. C'est vrai cette histoire? Tellement ils étaient bons. Bah oui, parce que des fois ça devenait tellement ardu. C'était tellement bons musiciens que c'était un petit peu compliqué pour refaire les mêmes choses que des fois. Hein. Ouais. Voilà, donc mais bon. Pomme, ça a été, c'était pas. Quoi, on avait des cuivres. C'était des Heartbreakers, il me semble que c'est ces gens-là, hein. Ouais. Des cuivres hyper connus qui ont accompagné un tas de stars, dont James Brown et tout ça, voilà, qui sont venus jouer tous les cuivres qu'il y a dans Pomme, hein, par exemple. Bon, mais tout l'album, on l'a enregistré là-bas, hein, c'était vachement bien, quoi. On a passé et on a fait un petit tour à Nashville, dans le Tennessee, pour enregistrer quelques guitares aussi. Et on a mixé l'album à Los Angeles, carrément, on s'est rien refusé. Et voilà. Non, c'est vrai, on s'est dit peut-être qu'on fera plus jamais ça. Hein. Voilà, c'était une opportunité incroyable. Aucun de nous, à part Joël, ne connaissait les États-Unis, donc c'était déjà magnifique de faire ça. Et puis de rencontrer tous ces grands musiciens dans ce studio magnifique. C'était, voilà, franchement, c'était... époustouflant, comme dirait celui qui est sur CNews, là, comment il s'appelle, avec sa moumoute. Sur CNews, Pascal Pro. Non, Pascal Pro n'a pas de moumoute. Je croyais qu'il avait une moumoute. Qui c'est qui a une moumoute sur CNews? Mais non, comment il s'appelle l'ancien ministre là qui fait. Bon, c'est pas grave. Ah, De Villiers. De Villiers, voilà. Je pense qu'il a une minute, mais enfin, c'est mon avis. Hein. Non, on appelle ça un complément capillaire. Hein. Voilà. Alors, effectivement, en fait, on était en train en écoutant Pomme, on était en train de parler avec mes amis, et effectivement, c'est compliqué de parler de toute l'histoire d'Il était une fois, parce que en si peu de temps, et pour autant, on prend le temps, parce que effectivement, il y a des sujets forcément qui reviennent, pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Quand tu parles, enfin je sais qu'à une émission où tu étais invité, t'as dit, mais c'est Joe Dassin qui a mis dans la drogue Joël. Vas-y, mais explique. Mais Claude Lemel, par exemple, ne veut plus me parler, que je
suis un salopard d'avoir dit ça et tout ça. Pourquoi? Alors, j'étais présent dans la loge de Jodassin. Et c'est pas lui qui a initié Joël à la coke, pas du tout. Ah. C'est sa nouvelle compagne qui était une dealeuse très connue dans le métier, qui a fait goûter ça à Joël parce qu'elle allait pas bien et puis voilà. Et puis voilà, ouais, le terrain était propice. Oui, mais c'est pas ça du tout qui a tué Joël. Attention, hein. Non, on va en parler après. Voilà, elle est pas morte d'une overdose, elle ne s'est pas suicidée. Non, elle avait une malformation. Je vous explique, elle avait une malformation cardiaque. Et seule l'autopsie avec un médecin privé, enfin, moi j'ai lu le rapport, hein, il y avait une malformation cardiaque que tout le monde ignorait. Hein. Et sa sœur me racontait qu'elle avait une espèce de bronchite, elle toussait comme une malade, elle crachait du sang dans le lavabo, enfin, elle voulait pas se soigner, elle n'avait pas le temps. Mais en fin de compte, elle s'est tout fait dans son sommeil, c'est tout. Hein. Mais quelque part, malgré tout... Elle n'était pas shootée quand elle est morte, pas du tout. Hein. Non, mais est-ce que... Alors là, je sais pas, hein, et puis personne pourra peut-être répondre à cette question, mais est-ce que malgré tout, le fait qu'elle se soit droguée n'a peut-être pas favorisé, n'a peut-être pas accéléré le truc, quoi? Oui, peut-être, mais... Non, mais voilà, c'est... Bon, parce que je peux... Après... Tout le monde le sait maintenant, Jodassin est mort d'une overdose de cocaïne sur son île à Tahiti. Hein. C'est Claude Lomel lui-même qui me l'avait raconté au téléphone. Hein. Et après, il vient me dire que je suis un salaud. Non, bah attends, ça va. Non, mais un salaud, pourquoi? Parce que tu avais dit... Parce que j'ai eu le malheur de dire ça dans une émission de télé, sur TV5 Monde, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que... Mais c'est pas Jodassin qui a initié Joël à la cocaïne, pas du tout. D'accord. Mais non. Il y avait un terrain un peu propice. Bah, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, la problématique de l'alcool. Si on n'est pas bien, voilà. Non, ça on l'entend, hein, tout à fait. Hein. Non, mais Jodassin, en plus, il était fragile du cœur, il avait déjà eu un double ou triple pontage. Son cœur a pas résisté, hein, quand il s'en mettait tellement en pif que, bon, paf, hein, au revoir, hein, donc, effectivement, on remet les choses en place. Joël avait une malformation cardiaque qui a été vue. Et alors, ça arrive aujourd'hui. Hein. Alors, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait pu être détectable. Et qu'à l'époque, ça ne l'était pas. Et il n'y a jamais eu de signe avant-coureur, un petit malaise, un problème après une scène le groupe s'était séparé déjà depuis... Elle est morte en 82, donc le groupe s'est séparé début 80. Hein. Donc elle a commencé sa carrière toute seule avec l'équipe de Pierre Billon et tous ces gens-là, Claude Lomel, son premier album. Ensuite, elle a fait 2 singles, dont le dernier qui était pas trop mal, qui risquait de marcher, malheureusement. Voilà. Mais comme elle avait changé son image complètement, en se coupant les cheveux, en mettant... Bon, les gens ont pas suivi, quoi. Puis les médias nous ont reproché vraiment le fait de nous séparer. Ça, ils ont pas supporté, hein, qu'on se sépare. Hein. RTL et tous les autres, bah oui, voilà, quoi. Donc à un moment, elle s'est retrouvée effectivement à aller vers une carrière solo, ce que vous avez entre guillemets un peu tous fait. Elle était, tu m'as dit qu'elle était, tu nous as dit qu'elle était proche à l'époque de Pierre Billon. Je crois qu'il y avait un certain, alors je vais peut-être dire une bêtise, Sam Bennett aussi. Pierre Billon. Alors Pierre Billon, il y avait aussi Sardou dans le plan là. Aussi, hein. Alors Pierre Billon pour les anciens, hein, je voudrais pas dire de bêtises non plus. Je crois que c'était le fils de Patachou. Pour ceux qui... Oui, le fils de Patachou, un des meilleurs amis de Johnny, évidemment. Hein, puis, Johnny était ami avec tout le monde de toute façon. Non, Pierre Billon, c'était vraiment une longue amitié, hein, vraiment. Pierre Billon et Johnny, oui, vraiment. Hein. Et pour autant, j'ai cru t'entendre dire que à cette époque-là, il y avait peut-être à côté d'elle, pas forcément, c'était pas le meilleur entourage. Non. Et puis en plus, elle avait pas les bonnes chansons, je trouve. Moi, je l'ai, son album, là, son vinyle. C'est pas tubesque, hein, c'est pas mal, c'est des gentilles petites chansons, quoi, voilà. Mais bon, il aurait fallu qu'elle ait un truc qui cartonne, quoi. Et malheureusement, elle l'avait pas, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Par rapport à son départ, comment tu pourrais expliquer
qu'il y a eu autant de versions sur le départ de Joël? Tu C'est l'expliques ou toujours pas? comme ça. Quand quelqu'un disparaît de célèbre, il y a toujours des versions différentes, des gens qui savent plus que les autres ce qui s'est passé vraiment. C'est Et- pas faux, oui. Mais non, voilà. Faut arrêter là. Bon, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Hein. Voilà, il y a énormément de gens qui sont persuadés qu'elle était shootée à l'héroïne, qu'elle s'est suicidée. Mais non, pas du tout. Mais absolument pas, quoi. Voilà. Quand j'ai regardé beaucoup d'interviews de toi, il y a un truc qui m'a fait, qui m'a interpellé, on va dire, qui nous a un peu interpellé. Et c'est la question que je voudrais te poser, c'est le rapport que tu as avec la religion. Alors, et je vais même aller au-delà de la religion, peut-être même avec les défunts, parce que tu fais beaucoup allusion au bon Dieu. Tu dis l'air de dire c'est de tomber du ciel, tu vois, souvent tu as cette expression là, et puis en plus en lien encore avec Joël, tu dis elle fait encore partie de ma vie, il y a Joël dans ma maison, dans toutes les pièces. Absolument. Quasiment, c'est vrai. Et en plus, et c'est là où vient ma question, tu lui parles. Il se passe pas une journée sans que tu lui parles. Oui. Alors quel est ton rapport avec la religion et quel est ton rapport avec est-ce que pour toi ça fait partie de ta philosophie de vie? Oui, absolument. Moi, je suis très croyant. Je pratique plus depuis que j'ai 14 ans, parce que la messe, ça me saoulait un petit peu. Mais je vais, quand ça va pas bien, j'adore aller prier dans les cathédrales, par exemple. Il y en a une pas loin à Nemours, là où je suis allé souvent quand j'avais des problèmes. Voilà, donc, et puis Joël, pour moi, c'est mon ange gardien, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Donc, c'est vrai qu'elle est dans toutes les pièces, ça c'est clair, c'est pas de l'idolâtrie, Non. Je pense qu'elle m'entend, j'espère en tout cas, et puis moi je lui parle carrément parce que je l'aime tout le temps, encore plus qu'avant, enfin je sais pas, c'est un amour platonique, complètement, mais voilà, moi je vais sur sa tombe régulièrement au cimetière du Montparnasse, je l'ai jamais oublié, évidemment. Et puis, tu as été cette année, on t'a vu d'ailleurs, on a vu des photos où tu es venu. Il y a encore avant-hier, là, je mets un clip sur YouTube, là, où elle chante. Et putain, je sens l'émotion qui monte, là. Elle était tellement belle, putain, je me mets à pleurer comme un môme, voilà, en la regardant. C'est comme ça, j'y fais rien. Voilà, j'ai toujours une affection pour elle incroyable, quoi. Et puis je lui dois beaucoup dans ma vie à cette fille. C'est vrai qu'elle était une fois, ça aurait jamais marché sans elle, ça c'est clair. Oui, bien sûr, bien sûr. Rendons à César ce qui est à César. Ça aurait marché sans aucun de vous quatre, mais c'était notre fille, elle avait tous les talents. Mais Philippe a raison, Richard, c'est la coordination de vous tous. De vous quatre, oui. C'est ça, en fait. C'était les quatre qui ont fait Il était une fois. Alors, c'est vrai qu'elle était un peu le lead parce qu'elle chantait. Mais c'est un peu comme Mick Jagger avec les Stones. Voilà, moi, je la compare tout le temps comme ça quand je fais les concerts. Je dis ça. Imaginez les Rolling Stones sans Mick Jagger, ça aurait peut-être pas marché, franchement. Bon, là, Joël, c'est pareil. Il était une fois sans elle, je pense pas que ça aurait fonctionné, quoi. Voilà, c'était. Elle avait un tel aura, voilà, elle dégageait tellement cette fille, et puis je te dis, voilà, on lui doit beaucoup, quoi. Et puis tout le succès des chansons, c'est un peu grâce à elle aussi, Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, oui. Donc effectivement, comme je te disais tout à l'heure, c'est très difficile de réduire l'histoire du groupe Il était une fois à une simple émission. Alors je vais sortir des choses assez marrantes. Enfin moi j'ai trouvé ça marrant. C'est que par exemple à l'étranger, on disait pas que c'était le groupe Il était une fois, on disait que c'était Joël et son orchestre, par exemple. Moi ça m'a fait sourire. Non, mais au Japon, il paraît que Il était une fois, c'est un trap invisible en japonais. Donc on s'est appelé, on a sorti un 45 tours, on s'appelle Joël Band. Comme son orchestre. Voilà. D'accord. Voilà, après, j'ai appris que vous aviez eu un procès avec Loulou Gasté, l'ancien mari, le mari de Lynn Renault, pour une chanson qui, pour lui, ressemblait à Ma cabane au Canada. Ça, c'est assez marrant aussi. Procès qu'il a perdu de mémoire, c'est ça?
Mais non, mais il attaquait systématiquement toutes les mélodies qu'il entendait, il pensait que ça ressemblait à une de ses chansons. Donc, un jour, voilà, je reçois un message de la SACEM qui me dit, voilà, et donc, il trouvait que il a juste besoin d'un bateau. Je sais pas si vous connaissez cette chanson du ça me parle. Oui. Ouais, oui. Pour lui, ça ressemblait à ma cabane au Canada. Ah bon? N'importe quoi. Et donc, il faut qu'il y ait minimum 8 mesures entières, exactement la même chose, pour que ce soit un plagiat, tu vois. Ouais. Et donc, les 8 mesures, elles y sont pas, hein, évidemment. Hein. Il y a peut-être une ou deux notes qui se ressemblent, et alors, je vois pas le rapport, là. Bon. Du coup, il n'y a pas eu de procès. En fait, il n'y a que 7 notes, alors c'est pas difficile d'avoir 2 notes qui suivent, quoi. Oui. Alors, donc il y a ça. Après, on a parlé de Joël, effectivement, on pourrait parler aussi de Serge, qui atteint d'un cancer. Alors, j'ai lu qu'il avait fait le libre choix d'arrêter son traitement et qu'il est parti entre le 27 et le 28 avril 2015. Alors, on a marqué qu'il était serein parce qu'il avait pu dire au revoir à tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais du départ de Serge et quels étaient tes rapports avec lui avant la fin? C'est-à-dire que c'était compliqué. Il habitait loin déjà à l'Est, dans le sud de la France. Hein. Donc, quand il est décédé, on est tous descendus pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Il s'est fait incinérer, donc. Mais dans son cercueil ouvert, que chacun pouvait venir lui faire un dernier adieu, il avait mis ses 2 doigts. C'est un peu vulgaire, hein, tu vois, les 2 doigts en l'air, comme ça. Oui. Et pour lui, c'était, il disait à la mort, je t'ai niqué, voilà, tu m'as pas eu la première fois, donc voilà. Bon, voilà, et c'est vrai qu'il avait les 2 doigts de ses 2 mains, comme ça, dans son cercueil. Carrément, on se demandait s'il fallait rigoler ou quoi. C'était sa volonté? C'était sa volonté? Ah oui, j'imagine, oui. C'est lui qui a demandé à ce qu'on nous mette les 2 doigts comme ça en l'air, là. Sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Oui, on voit. Avec ça, voilà. Ouais. Et ben voilà. Et ben c'était son dernier gag avant de partir, quoi. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est vrai qu'il a eu un cancer de la gorge et de la bouche, hein. À cause de l'alcool, il fumait énormément, quoi. Puis voilà, puis tout ça mélangé, un peu comme le pauvre Delpech, il a eu le même cancer, tu vois, mais lui, il buvait pas autant et il fumait pas autant. Hein. Donc voilà. Alors, je pense que Johnny a eu ce genre de cancer aussi. Hein. Donc, voilà. Effectivement, c'est le début et on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu deviens, Richard, aujourd'hui? Eh ben, écoute. Après la fin du groupe, j'ai chanté Marius dans Les Misérables, la première version. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma page Facebook. Là. Oui. C'était vachement bien. J'ai pas fait la scène parce que j'ai sorti un premier album solo, Coup d'éclat dans le cœur, qui a pas vraiment marché, hein, mais j'ai enregistré ça à Wembley, en Angleterre, avec des musiciens anglais. C'est un bel album. Ensuite, j'ai enregistré un paquet de singles chez Pathé Marconi, où jusqu'au jour, ils m'ont dit, mon cher monsieur De Witt, vous êtes bien gentil, mais vous vendez rien. Au revoir. Voilà. Donc après, j'ai été produit par Didier Barbelivien, j'ai été produit par des producteurs escrocs, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon, j'ai un peu ramé, j'ai eu des périodes vraiment pas vraiment galères, quoi. Bon, puis je m'en suis sorti, en fin de compte, parce que il était une fois revenu à la mode, hein, carrément, puisque, voilà, en 92, Pathé Marconi a la très très bonne idée de sortir une compile, pour une fois, une vraie, sur les conseils de merde, je sais même plus son nom. Enfin bon, voilà, il y a eu de la pub à la télé, mais à fond la caisse, hein, mais beaucoup, hein. Oui, je m'en rappelle. Donc ça a cartonné, tout de suite, double disque de platine et tout, machin, au secours, à tel point qu'ils ont dû sortir un second volume, hein, un deuxième volume, et puis ça a marché autant, et puis 2 ans après, RTL a ressorti une nouvelle compile, et voilà, moi du coup, j'ai eu des galas qui sont venus, j'ai pu rouler ma bosse, et puis ça va, quoi. Et bon, là,
là, je travaille avec deux producteurs, un Suisse et un Français. Bon, le Suisse, c'est Alain Souchon. Non. Excuse-moi. Donc voilà, on est en train de travailler. On commence à travailler sur un comment on appelle ça une maquette. Non, pas les maquettes. Non, un spectacle live avec des musiciens. Ah oui. Voilà. Oui. Un tribute. D'accord. Voilà. Alors, c'est un tribute, il était une fois, évidemment, Richard de Witt en même temps. Ouais. Donc on commence à travailler là-dessus, les musiciens commencent à répéter. Là, il y a des castings pour trouver la chanteuse idéale qui puisse représenter le vieux Joël et tout ça. Bon voilà. Et donc ça c'est en route, hein, c'est un projet qui est vraiment. Oui, je suis très content. Et puis j'ai des petits qui rentrent là tranquilles. Non, je suis pas à la rue. J'ai de très bonnes retraites en plus, voilà qui. Bah oui. Tant mieux. Voilà. Et puis, je sais pas si vous connaissez l'auteur Michel Houellebecq. Oui. Bon, alors je suis devenu ami avec lui parce que il est en train d'écrire un nouveau roman, mais autobiographique, où il raconte, il évoque ses 14 ans où c'est son premier amour, voilà. Donc voilà, et il a toujours été amoureux du groupe Il était une fois depuis 50 ans. Voilà, il me dit, moi, quand j'écoute vos chansons, des fois je me mets à pleurer parce que je trouve ça tellement beau, tellement bien fait, et il est toujours fan. Hein. Et donc il m'appelle régulièrement. J'ai rendez-vous chez lui le 2 décembre prochain, là, voilà, pour lire ce qu'il est en train d'écrire. Sur moi, sur le groupe et tout ça, quoi, qui est pas de trucs, voilà, je vais pas l'attaquer en diffamation s'il écrit des trucs. Qui sont pas vrais. Non, mais il est il est hyper gentil, il a envie d'écrire que du bien, voilà, c'est plus pour me réhabiliter ou autre chose que de m'enfoncer, hein. Ouais. Bien au contraire, hein, voilà. Donc, non, mais je suis hyper content, ça c'est un bon projet aussi. Ouais, voilà, c'est clair. Ouais. Non, mais voilà, les étoiles, les planètes sont bien alignées en ce qui me concerne. Bon, c'est cool. On va croiser les doigts on va croiser les doigts pour toi, Richard. Bah oui, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. Non, mais toute la vie d'un artiste, de toute façon, il y a des hauts, des bas et des bas. Hein. Voilà, c'est pas toujours inévitablement. C'est pas toujours noir tout le temps non plus. Voilà, puis on rebondit, et puis tant mieux. Hein, voilà. Et dis-moi, toi, dans la nouvelle génération de tous ces jeunes chanteurs qui arrivent, lesquels tu t'aimes bien, tu sens bien? Est-ce qu'il y a des jeunes que tu dis, tiens, celle-là ou celui-là, il va vraiment percer, ça va faire du bruit, et qui vont durer dans le temps, quoi? Comment il s'appelle Merde, je connais que lui en plus. Oh là, j'ai un trou là. Je peux sortir une blague, Richard? La question Non, parce que moi je suis toujours attaché aux anciens chanteurs. Oui, bien sûr. Souchon, Véronique Sanson, des gens comme ça, hein, c'est normal. Hein, oui, non mais tout à fait. Voilà, oh putain, j'ai oublié son nom, c'est incroyable ça. Je deviens Alzheimer, hein, il faut faire gaffe. C'est un jeune qui vient de percer ou... Non, c'est un ancien ou un jeune? Non, c'est un jeune. Il a une super bonne tête. Pierre Garnier, non? Non. Il est bien gentil, mais je ne crois pas pour lui, hein, franchement. Non, mais j'essaye de t'aider. Là. Comment il est? C'est pas grave. Il est de Rouen. C'est un rappeur, si tu veux, mais un rappeur. Alors là, je pense qu'on va pas pouvoir t'aider. Le rappeur de Rouen. Attends, Orelsan, il est pas de Rouen. Orelsan. Alors il est pas de Rouen. Il est de Caen. Il est de Caen. Oui. Ah, il est de Caen. Oui. Ah oui, je l'adore. Ah oui, franchement, je l'adore. Ah oui. Je trouve qu'il dégage un truc. Il est hyper sympathique en plus. Oui. C'est vrai qu'il a l'air vachement sympa. Oui. Ouais, c'est un beau mec et puis il est vraiment. Puis c'est un gros déconneur. Je peux te dire, c'est un gros déconneur. Ouais. Je l'ai rencontré 2 fois. J'ai bien rigolé avec lui.
Ah ben moi, je suis pas un fan de rap du tout. Hein. Ah, franchement, c'est pas ma génération. Ouais. Mais lui, j'adore ce qu'il fait. Ouais. Le personnage qu'il est, je le trouve absolument super. Quoi. C'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Je l'ai vu il y a pas longtemps là, chez Yann Barthès, chez Quotidien. Là. Voilà, il a une aura, un charisme que les autres n'ont pas. Non, voilà, et il gère très bien sa carrière en plus. Ce qui ne gâte rien. Ce qui ne gâte rien. Ouais. Ben, j'ai ce nom-là en tête, il y en a d'autres. Oui, j'imagine, oui. Bon, je crache pas sur tout le monde, heureusement. Hein. Alors, tu nous enverras un SMS. Ouais, d'accord. Richard, on était ravis de t'avoir ce soir. Sincèrement, oui, on vraiment. a passé Oui, 1h30 avec toi, formidable. Ouais. Et puis, c'est une vraie pipette, hein, moi, quand on non, mais non, on adore les pipelettes. Ah bah oui. On a moins de questions à poser comme ça. Non, mais quand tu as 50 ans de carrière, tu es obligé de raconter plein de trucs parce qu'il s'est passé plein de trucs. Hein, voilà, et c'est rien. Hein. Et puis pour ton projet de tribute, franchement, on a vraiment hâte de ça. Ouais. Et tiens-nous au courant. Et tiens-nous au courant parce que franchement, et puis peut-être, pourquoi pas venir au Havre. Tu sais que maintenant au Havre, on a un nouveau théâtre qui réouvre au Havre et qui est style Art déco, qui s'appelle le Théâtre du Normandie. Tu pourras regarder sur internet. Magnifique. Voilà, théâtre magnifique. Très bel endroit. Donc pourquoi pas un jour venir au Havre. Voilà. Ouais, avec grand plaisir, bien sûr. Hein. Ouais. Et on espère que ce jour-là, il fera beau. Mais c'est pas gagné. Oui, allez. Et nous allons terminer avec la dernière chanson. Et comme on a parlé de Joël, on va rêver d'elle, quoi. J'ai encore rêvé d'elle. Attends. Vas-y. Nous, sur scène, on transformait les titres, hein, par exemple, rien qu'un ciel, c'était rien qu'un steak. Viens faire un tour sous l'ampli, pas la pluie, voilà. Ouais. Et j'ai encore des bretzels. j'ai encore des bretzels. Ouais, ça nous faisait rire, bon voilà. Nous allons écouter. J'ai encore des bretzels. Voilà, j'ai encore des bretzels. Alors gros succès quand même, hein, gros succès au demeurant. Très très gros. 1975, et on est en 2025, donc ça fait 50 ans, largement, c'est incroyable, les gens au moins connaissent cette chanson, voilà, au moins. Et c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule, je pense. C'est pas la seule. Non, c'est pas la seule, mais la plus connue, c'est celle-là, évidemment. Elle passe encore partout, enfin, c'est même... Il y a des émissions de télé avec Maggie ou Samedi d'en rire. Moi, souvent, je suis surpris. Je dis, putain, voilà. Bon, voilà, c'est super. Je suis content. Richard, merci à toi, sincèrement. Bonne continuation à toi. Et puis, c'est gentil à vous. Hein. Et puis, on continue à écouter Il était une fois. Bon, c'est gentil. Et c'est parti pour cette dernière chanson de l'émission. On se retrouve quand, nous, dans une quinzaine de jours? Oui, dans une quinzaine de jours. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous tous. Bisous, les gars. Bisous, bonne Richard. Soirée, Richard. Bisous. Et puis, bientôt, j'espère. Et à la prochaine. Ciao. D'accord. Salut. Allez, salut. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, donnez-moi
une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller à ses côtés. C'est sûr, je vais la retrouver. Donnez-moi un soir, laissez-moi y croire. Une vie